Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. Et aujourd'hui, on va parler de notre championnat préféré, j'ai nommé la Ligue 1. La Ligue 1 qui a repris ses droits. Donc forcément, on est en période de mercato et il y a des joueurs qui vont être attendus au tournant cette année. Il y a des joueurs qui vont devoir confirmer, des joueurs transférés cet été et des joueurs qui étaient déjà là l'année dernière. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je te propose un top 10 des joueurs de Ligue 1 à suivre cette année. Mais avant toute chose, mon gars, n'oublie pas de t'abonner. D'ailleurs, je tiens à remercier les nouveaux abonnés, car ensemble, ça y est, on a enfin dépassé les 500 abonnés. On doit être 507, 508, donc merci. Donc je disais, on est en fin de mercato et en France, il faut être intelligent. On n'a pas beaucoup d'argent avec les droits télé. Les clubs n'ont pas beaucoup d'argent. Il faut être intelligent, il faut essayer de faire du neuf avec du vieux. Il faut essayer de trouver des jeunes prometteurs dans des championnats un peu moins connus en Europe de l'Est, dans les championnats nordiques, aussi un peu en Amérique du Sud. Voilà, il faut recruter malin aussi, et c'est aussi un sujet qu'on va aborder dans ce top 10 des joueurs hypants, des joueurs à suivre en Ligue 1 cette année. C'est parti les amis, let's go! Premier joueur qui nous intéresse dans cette liste, un champion du monde 2018, un grand joueur, un grand attaquant. Le meilleur buteur de l'équipe de France, Olivier Giroud, 38 ans, qui fait son retour un peu surprise au LOSC. J'étais un peu surpris, moi, il a assez peu joué en MLS. Il ne correspondait pas forcément au système de jeu de l'entraîneur qui se basait plus sur la vitesse. C'est un joueur qui n'a pas eu de blessure, qui a une très bonne hygiène de vie. Vous pouvez le voir, il est encore bien musclé, il est encore bien fit. Il a marqué des buts partout où il est passé, Giroud. Il va en remarquer. Je tiens à dire aussi que c'est un joueur technique. Regardez ses contrôles, ses prises de balles, ses orientations de jeu, ses passes, ses remises. Il y avait ce délire comme quoi Giroud, c'était pas un joueur technique. Ça, c'est pas vrai. Donc Giroud, c'est très très bien. C'est un retour très positif en Ligue 1, très bon début. Il a déjà marqué 2 buts. C'est très bien pour encadrer les jeunes. Lille a un effectif chamboulé. Voilà, Giroud, c'est un joueur qui a un très bon jeu de corps. On sait que c'est un vrai buteur. Il peut jouer pivot. Il peut même prendre un peu la profondeur. Il va pas le faire tout le temps parce que sa carcasse, il faut la déplacer. On l'a vu contre Brest. Il va faire beaucoup de bien à Lille. C'est pas le même style de jeu que Joe David qui va répéter plus les efforts et les courses. Mais c'est un joueur qui va marquer. Voilà, je pense que le LOSC a perdu des joueurs importants cette année. David est déjà quitté, Chevalier, donc l'effectif est un peu bouleversé, mais ils ont recruté des bons joueurs avec Giroud et Brolom, le Norvégien. Alors, moi je pense que Giroud, il va marquer, je pense pas qu'il va mettre 25 buts, sachant que tu joues la Coupe UEFA, mais moi je pense à les pronostics, je pense que avec un Genesio qui le fait bien gérer qui fait bien gérer le turnover, je pense que Giroud il va mettre au moins 10-12 buts cette saison. Ça me paraît être raisonnable. Voilà, Genesio arrive toujours à bien utiliser ses joueurs. Donc je pense qu'il va mettre ses 10-12 buts, peut-être même 15, allez entre 10-12, ouais, je vais rester sur 10-12, je vais pas m'enflammer non plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À votre avis, combien de buts va marquer Olivier Giroud cette année? On continue avec le deuxième joueur qui nous intéresse dans cette liste. Et n'oublie pas de t'abonner, mon gars, et de mettre un pouce. Je te remercie. On va parler de Florent Thauvin, qui est revenu au RC Lens. Il a eu une carrière un peu, comment dire, Thauvin, un peu singulière. Il est reparti au Mexique, après il est reparti en Serie A à l'Udine. Sa première saison a été compliquée, il a assez peu joué. Par contre, ses 2 dernières saisons, niveau statistique, il a été capitaine, notamment la saison dernière où il met 9 buts et 5 passes D, avec des matchs où il était capitaine. Donc c'est vraiment une bonne recrue pour le RC Lens, puisqu'il a 32 ans. C'est pareil, il ne faut pas croire qu'à 32 ans, on est cramé. Il va parfaitement s'emboîter dans le projet de Pierre Sage. Je pense que son but de Pierre Sage, c'est de s'en servir un peu comme créateur, joueur offensif qui peut faire la dernière passe ou marquer dans l'axe où on peut un peu côté droit. Il peut jouer aussi sur le côté, Thauvin, comme on l'a vu en match de préparation. On a vu qu'il peut encore éliminer, qu'il a encore des cannes, qu'il a une bonne forme physique. C'est un joueur technique, c'est un joueur qui a une bonne frappe aussi. Il peut jouer à 2 postes, il est polyvalent, il est expérimenté. C'est une bonne chose pour le RC Lens. On va voir l'animation offensive devant, comment ça va se goupiller. On a déjà vu un peu, c'était des séquences intéressantes avec Thomasson. On va voir comment ça va se goupiller après avec les attaquants, avec Satriano, Guilavogui, Thomasson, tout ça. C'est bien pour la Ligue 1, je trouve. C'est un joueur qui a un statut champion du monde, ancien international français. Voilà, je pense qu'il va se tâter en Ligue 1. À votre avis, dites-moi combien de buts et combien de passes D il va faire. Je pense que Lens va faire une bonne saison. Je trouve que Pierre Sage correspond vraiment dans le côté formateur et calme pour un club de la dimension du RC Lens. Je trouve que c'est très bien. Il a quand même fait des bonnes choses à Lyon et
moi, je pense qu'ils peuvent faire. Ils sont un peu en reconstruction là, sur un nouveau projet, mais ils ont quand même encore des bons joueurs, quoi, avec ceux qu'on a cités aussi. Il y a Tamise, Machado. Je pense que c'est. Voilà, ça va être le joueur à suivre aussi à Thauvin, et je pense qu'il va faire une bonne saison à Lens. On continue cette liste avec notre troisième joueur, c'est bien évidemment Lucas Chevalier, et on va parler de Lucas Chevalier et de Gigio Donnarumma. Ah, c'était la grosse cote, c'était un gros sujet ce transfert, 55-60 millions d'euros je crois avec les bonus. Ça va nous amener forcément à parler de la situation des gardiens au Paris Saint-Germain. Alors mon avis sur la question, on va élargir un peu le débat. Je trouve que Chevalier c'est un excellent gardien de Ligue 1. Il n'y a pas de souci, il a été excellent en Ligue des Champions l'année dernière contre le match de barrage contre le Fener. Il sort 2-3 gros arrêts, il est bon contre l'Atlético, il est bon contre le Real. Il est plutôt convaincant en Champions League, il a été au niveau. On sait qu'il a le potentiel, il est jeune, il a déjà prouvé beaucoup de choses à Lille. Maintenant, être gardien du Paris Saint-Germain au Parc avec ton objectif de dernier carré de Ligue des Champions et gardien du LOSC, c'est pas pareil. Tu vas pas être jugé sur le même nombre de matchs sur des matchs beaucoup plus stressants, on va dire. Tu sais bien qu'avec Lille, tu vas pas jouer une demi-finale de Ligue des Champions. Tu vas jouer un huitième de temps en temps comme ils font. Tu sais qu'avec le PSG, tu vas avoir des meilleurs attaquants contre toi. Tu sais que quelque part, tu es le dernier rempart de la défense et tu dois commander ta défense. Une défense, c'est pas juste un gardien des défenseurs, c'est presque un organisme vivant qui communique, j'ai envie de te dire. C'est des automatismes à acquérir, ok ? Il faut du temps pour gérer ça, les placements sur les murs. Prends-lui au marquage, lui il fait un pas, moi je fais un pas, je me recule, machin, la ligne de hors-jeu. Tu vas aussi commander ta défense, le gardien, comment tu vas gérer ta relation avec Marquinhos, avec Hakimi, avec Pacho. Donc c'est une relation qui se crée au fil du temps. Et là, je trouvais ça un peu bizarre parce que Donnarumma est jeune et Donnarumma a plutôt progressé dans ses points faibles, on va dire. Il a été excellent sur penalty, dans ses sorties aériennes, il s'améliorait. Même son jeu au pied, je trouve que le jeu au pied de Donnarumma est correct. Ok, c'est pas Ederson ou c'est pas Van der Sar de la grande époque, mais là Donnarumma il fait une saison exceptionnelle. Tu peux le mettre dans les 3 meilleurs gardiens du monde cette année sans souci. Donc tu sais ce que tu perds au final. Enfin, peut-être qu'il va rester, on ne sait pas encore vraiment s'il va partir à City. Tu ne sais pas ce que tu gagnes, mais Luis Enrique a fait clairement comprendre que ça serait Chevalier le numéro 1. Donc on peut comprendre que Donnarumma elle est un peu mauvaise. Après, il y a l'histoire de pognon. Bon, sur les contrats, je ne vais pas en parler parce que je ne les ai pas vus, les contrats. On ne sait pas, il y en a un qui dit blanc, il y en a qui dit noir. On ne sait pas trop. Voilà, donc la philosophie de jeu de Luis Enrique, c'est qu'il veut qu'il y ait le moins de déchets techniques. C'est possible. Donc il veut peut-être un gardien qui a une meilleure relance au pied. Maintenant, c'est bizarre que Pep Guardiola serait intéressé par Donnarumma, sachant que c'est lui le père de ce délire de jeu au pied comme premier lanceur. Alors que Donnarumma est supposé avoir un moins bon jeu au pied que Chevalier. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi dans mon raisonnement. Enfin, c'est un peu bizarre. Voilà. Alors c'est vrai que sur certains matchs de Ligue des Champions, quand le PSG était sous pression, on a vu des relances axiales côté droit de Donnarumma sur Marquinhos où ils étaient un peu en difficulté. C'était un peu lent sur les sorties de balles. Des fois, c'est vrai qu'il y a eu des moments un peu difficiles contre Aston Villa, contre Arsenal notamment. C'est vrai. Maintenant, c'est quasiment impossible. Les adversaires, ils vont te presser. Tu peux pas toujours faire une relance parfaite. Les autres, en plus, t'es le PSG. Maintenant, t'as gagné la Ligue des Champions. Les autres, ils vont avoir encore envie plus de te rentrer dedans, quoi. Donc, oui, pour qu'il y ait des buts dans le foot, parfois, il faut qu'il y ait des erreurs. Ça, c'est imparable. Ce que je voulais dire pour terminer sur ça, on va bien sûr scruter Lucas Chevalier. Et c'est un très bon gardien. Moi, je l'ai kiffé. Je l'ai regardé beaucoup de matchs de Lille l'année dernière. Je l'aime bien, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas que le premier rôle d'un gardien de but, c'est d'arrêter les ballons dans les grands moments. Donc cet argument de jeu au pied, ouais, j'ai un peu... C'est pas que je suis sceptique, je le comprends, mais des fois ton gardien relance à la main, des fois il lance une grande tatane, des fois c'est ton défenseur qui fait le 6 mètres, des fois il fait une relance courte, les deux centraux s'écartent pour écarter le jeu. Donc ta relance au pied, au final, elle est utile, mais c'est assez rare que ton gardien fasse une relance au pied nickel plein axe de 40 mètres, quoi. C'est très très rare, quoi. Je vais inverser un peu le raisonnement sur les joueurs de surface. Ce que j'appelle joueurs de surface, c'est les gardiens et les attaquants. Imaginez, on est encore le PSG, le PSG vient de gagner la Ligue des Champions. Tu as un attaquant décisif qui te met 25-30 buts. Ok, 35 buts même. Il fait une saison incroyable, il marque en demi, il marque en quart, il met plein de buts, il est super bon, c'est un super neuf.
Mais bon, il a un petit point faible, ce 9. Il tacle pas très bien. Vous voyez ce que je veux dire un peu? C'est comme si ton entraîneur a dit: ah bah ouais, lui, machin, il a mis 30 buts, il nous a fait gagner, il nous a mis un doublé en demi de la Champions, mais bon, je pense que comme il tacle pas bien, je vais en mettre un autre. Vous voyez un peu où je veux en venir? Cette quête de la perfection, elle peut perdre un peu de son sens. Hein. Encore une fois, comparaison n'est pas raison. Ma comparaison est peut-être un peu foireuse, je vous le concède, mais je trouvais que cette comparaison elle méritait d'être faite parce que c'est vraiment des joueurs de surface où on voit vite les erreurs. Un attaquant et un gardien, on voit vite leurs erreurs. Voilà, donc cette année, on va voir comment Chevalier réagit sous la pression. Je trouve que c'est un excellent gardien et on va vraiment le juger sur les matchs de Champions League à partir des huitièmes, à partir des quarts. Bon, voilà, après, c'est bizarre quand même. Je trouve que c'est dommage de mettre Donna numéro 2. Il a 26 ans, Donnarumma, il est pas vieux. Surtout que nous, on sait très bien qu'un gardien italien, ça peut jouer très longtemps. Hein. Je pense à Dino Zoff, à Buffon qui a été champion du monde. Zoff, il était champion du monde, il avait 40 ans. Buffon, il avait 30. Je sais plus exactement quel âge il avait Buffon, mais il avait bien déjà 33, 34. Enfin bref, je pense. Voilà, c'est deux gardiens très forts. Voilà, maintenant on verra, on va suivre ça cette année et on va voir comment Chevalier va gérer la pression du parc et la pression des gros matchs à partir des huitièmes et des quarts de finale de Ligue des Champions. Donc, affaire à suivre, bien évidemment. N'oublie pas de t'abonner si tu es encore là, et je sais que tu es encore là. Quatrième joueur de cette liste, on va parler de Seko Fofana. Alors là, Rennes est en train de reconstituer une équipe solide au milieu de terrain. Avec à Rennes, on a vu déjà Fofana l'année dernière revenir mieux. C'était pas encore ça avec Rongier. Le Stade Rennais fait beaucoup d'anciens Lensois, d'anciens Marseillais, on va dire. Je pense que Bay, c'est un bon entraîneur. Et puis, il va entraîner une équipe de Ligue 1 avec un beau budget, une équipe qui peut donner des bons salaires. Rennes va essayer d'être européen cette année, je pense. Voilà. Je pense que Fofana, là, on l'a vu, est en train de retrouver son physique, son énergie. On l'a vu hier, il retrouve sa puissance, sa percussion. Il casse tout sur son passage. Il a que 30 ans, Fofana. Je pensais qu'il était plus vieux. Voilà, l'année dernière, il a joué une quinzaine de matchs. Ça montait en puissance. Et là, cette année, on sent qu'il est tout de suite au niveau. À mon avis, il a fait une bonne prépa physique. On l'a vu monter en puissance contre Lorient. Bon, le match contre Lorient, ok, ils prennent 2 rouges. C'est un peu bizarre. Maintenant, je pense qu'avec Fofana, Rongier, tu vas avoir un bon milieu de terrain. Et Rennes ne va pas toujours prendre des cartons rouges. Hein. Donc c'est quand même un très très beau joueur pour la Ligue 1. Hein. Il a de la puissance, il a du talent, de la percussion, il peut mettre des buts, il peut faire des percées. Je pense que c'est vraiment un joueur qui va vraiment permettre à Rennes de passer un cap avec des anciens joueurs de la Ligue 1, là, Rongier, Frankowski, là, ça peut être vraiment pas mal côté Rennais. J'espère qu'ils vont quand même recruter aussi un attaquant parce que là, Rennes, je pense qu'ils ont vendu Kalimundo. Mais devant, ça reste un peu léger. Mais c'est un recrutement très très judicieux. Moi, Seko Fofana à Lens, il m'a fait kiffer, quoi. Franchement, c'était voilà, il est en train de retrouver ce niveau-là et je pense que c'est une bonne chose pour Rennes. Et laisser un peu de temps à Habib Beye. Je trouve que certains sont très... Parce que c'est un ancien consultant et qu'il a l'étiquette ancien Marseillais. Laissez Habib Beye bosser un peu, tranquillement. Ok ? Alors n'oublie pas de t'abonner si le podcast te plaît. Je te remercie. 6e joueur de la liste, Paul Pogba. J'ai fait une petite vidéo sur lui il y a quelques mois après son histoire de dopage. Je mets le lien de la vidéo. Il y a un peu plus d'un an. Donc, Pogba qui a signé à Monaco. C'est un bon club pour lui. Il va pouvoir se relancer. On sait qu'à Monaco... Le point positif de Monaco, c'est que l'environnement est très sympa, il fait beau, il n'y a pas énormément de pression populaire. C'est aussi un peu à double tranchant, hein. C'est-à-dire que des fois, l'équipe est très cool, une équipe qui n'aime pas se faire mal. Ça joue bien, mais ça manque un peu de régularité des fois. Mais tu peux quand même réussir à créer un milieu de terrain style Zakaria, Golovin, Pogba, Camara, qui est aussi un super joueur. Donc tu peux faire vraiment un milieu de terrain très solide. Maintenant, Pogba n'a pas eu de blessure grave, il est fit, il s'est entraîné avec un préparateur physique, il a fait du sport de son côté, on a vu là, il a fait la préparation complète avec Monaco, il fait les entraînements, mais il va falloir être très patient avec lui. Ça va être très progressif, soyez indulgents, il va jouer 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une mi-temps. Ne le jugez pas au bout de 2 matchs, va falloir attendre. Moi, je lui souhaite de faire déjà
7, 8, 10 matchs sans se blesser, d'essayer d'être devenir titulaire à Monaco. S'il fait des bons matchs en Ligue 1 et qu'il enchaîne en Champions League, ça sera super. Est-ce qu'il va revenir son Pogba Prime de 2017-2019 comme en équipe de France ou à la Juve, un peu mon début Manchester? Je ne sais pas, mais même, on sait que Paul Pogba, c'est un joueur qui a une technique, qui a une frappe et quelque chose en plus, un leadership. S'il revient même déjà à un bon niveau de Pogba, même un tout petit peu en dessous de son prime, ça sera déjà une formidable recrue pour Monaco. C'est un excellent joueur, c'est un joueur de caractère. Monaco a un effectif plutôt solide, ambitieux. Ils ont gardé leurs meilleurs joueurs, ils ont pris Pogba. Ils ont gardé leur effectif. Ils ont pris Dyer derrière. Bon, je suis pas un très très grand fan de Dyer, mais bon, ça reste quand même un effectif expérimenté de joueurs qui ont joué dans des grands clubs. Devant Biarrette aussi, on sait qu'il va marquer. Voilà. Je suis plus, comment dire. Je pense qu'on va plus voir Pogba que Ansu Fati. Parce qu'Ansu Fati, je pense qu'il a malheureusement pour lui, il est plus jeune, mais il a une blessure récurrente au genou. Et ça, c'est très 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 problématique. Il s'est blessé 3 fois au genou de 2020 à 2020. Non, de 2020 à 2025, il a eu 5 blessures au genou. Bon, là par contre, il va falloir un peu prier pour le revoir, sachant que c'était un très jeune joueur. Mais bon, Pogba, tout ça pour dire que Pogba n'a pas eu de grosses blessures. Donc certes, Pogba a 32 ans. Mais il peut revenir avec Monaco, faire quelque chose. Mais il ne faut pas le juger tout de suite. Je pense qu'on va le voir jouer à partir de fin septembre, début octobre, Pogba. Mais des joueurs comme ça qui reviennent en Ligue 1, honnêtement, c'est cool, quoi. D'ailleurs, petit aparté sur Monaco, je trouve que c'est une belle équipe qui a des bonnes séquences de jeu. J'ai parlé du milieu de terrain, les latéraux. Anderson, Caio Henrique, Biarrette devant, c'est pas mal. Il peut encore avoir Mbolo qui rentre sur le banc, tout ça. Mais Monaco, il manque un peu de grinta, il manque un peu de combativité des fois. L'équipe, elle a du mal à se mettre minable et ça, c'est un peu dommage. Ça peut leur porter préjudice dans les gros matchs. Voilà ce que je voulais dire sur Pogba et l'ASM. 7e joueur, bah là, on va être assez bref parce qu'en fait, je l'en ai déjà parlé avec Seko. Fofana, Valentin Rongier, joueur estampillé OM, qui est parti à Rennes, qui va aider à Rennes. Il faut qu'il fasse mieux que l'an passé. Rennes 12e, non, Rennes a un club ambitieux, clairement. Ils vont pas prendre des rouges à chaque fois, je disais. Et Rongier, et Fofana, et Frankowski vont stabiliser l'effectif de Rennes. Je pense que c'est un bon joueur de Ligue 1, vraiment. Il a fait des bons matchs l'an dernier, c'est une valeur sûre. Il doit aider cette équipe de Rennes à se stabiliser, à progresser. Enfin, j'avais dit aussi que Rennes, fallait qu'il recrute un attaquant, ça serait bien parce que devant, je trouve que c'est un peu léger. Il y a eu l'histoire avec les chèvres là, quand il était à Nantes. Bon, voilà, c'est pas méchant, ça fait partie du foot. Donc voilà, 7e joueur de cette liste qu'on va suivre aussi, Valentin Rongier. N'oublie pas de t'abonner, je t'en remercie. 8e joueur dans la liste, on avance. On va parler de Pac Chao. Plus gros transfert de l'été à l'OM, plus de 32 millions d'euros. Ailier brésilien qui vient du Feyenoord Rotterdam. Ailier gauche, petit gabarit. Alors, moi de ce que j'ai vu de lui, je l'ai vu jouer en Champions League contre le Milan AC. Il a mis la misère à Kyle Walker sur le match barrage, sur la nouvelle formule de la Ligue des Champions. C'est un joueur intéressant. À 25 ans, c'est pas si jeune que ça. Il vient de Eredivisie, c'est un petit gabarit très très virevoltant qui met des buts, qui fait des passes D, qui a une bonne frappe, qui crée des décalages, qui a un feu follet en 1 contre 1. Donc 25 ans, c'est bien. Alors après, j'ai un petit doute dans le sens où là, j'espère que l'OM, ils vont pas se planter parce que 32 ou 35, je sais plus, ça ferait cher. J'ai un petit doute sur les joueurs qui viennent de Eredivisie. C'est que les joueurs qui viennent de Eredivisie, c'est tout ou rien, j'ai l'impression. Je pense que, par exemple, Toulouse, ils ont eu il y a quelques années Van den Boomen. C'était très très bon. Il a été un excellent passeur, un excellent tireur de coups francs. Et il y a d'autres joueurs qui ont été moins bons de Eredivisie. Donc... Voilà, je pense à Kluivert qui a joué à Lille. Bon, Kluivert à Lille, c'était un autre contexte un peu, c'était pas pareil. Mais bon, voilà, toujours faut faire gaffe, les joueurs de Eredivisie, ils ont parfois un peu de mal à s'exporter. Donc on va le suivre, Pac Chao.
Et ce qui m'inquiète un peu aussi, c'est qu'il n'a pas de sélection en équipe du Brésil. Donc je trouve ça un peu bizarre, parce que généralement, le Brésil donne des sélections assez jeunes pour valoriser leurs joueurs. Ça fait partie d'une stratégie de valorisation. Là, il en a pas. Mais bon, il a quand même été champion avec le Feyenoord. Il a fait des bons matchs en Champions. Il est régulier, il a des stats. Donc voilà, j'espère que physiquement, il n'est pas très grand, il fait un 68, je crois. Donc j'espère que physiquement, il va s'accrocher, parce que la Ligue 1, c'est un championnat, je pense, beaucoup plus physique que la Eredivisie. Donc joueur à suivre. Joueur à suivre. On ne l'a pas encore vu jouer, donc là, on ne peut rien dire, parce qu'il est encore blessé. Mais oui, très grosse recrue, Paxao. Je ne sais pas exactement comment on prononce le nom, mais vous voyez de qui je parle, c'est le principal. On arrive tranquillement vers la fin de ce podcast et je vais te parler du 9e joueur de cette liste, Lucas Högberg, gros prospect défenseur danois du côté de Strasbourg. Strasbourg qui fait un recrutement en mode Première Ligue, club petit frère de Chelsea, un gros prospect, plus de 15 millions d'euros. Défenseur danois, grand espoir. Je pense que Strasbourg va en faire le patron de sa défense. Strasbourg qui fait vraiment un mercato intéressant, avec beaucoup de jeunes à fort potentiel, avec un très bon coach. Je pense que ça peut être une bonne recrue de défense, une bonne recrue derrière pour Strasbourg. Bon, je le connais pas, mais en vrai, je le connais pas, mais il a été titulaire le premier match, je crois. Donc, ça va être un joueur à suivre clairement. Et le dernier joueur dont on va parler, numéro 10, Zabarny, le défenseur international ukrainien du PSG. Ce qu'on a vu de lui, on l'a déjà vu à Bournemouth. Joueur élégant, grand gabarit, bonne relance, capable de faire des passes qui casse les lignes. Il va jouer, je pense. Le PSG va avoir beaucoup de matchs à jouer en Champions League et en Coupe. Ça va permettre à Marquinhos de souffler un peu. C'est un joueur plutôt rapide, un grand gabarit, 1m88, 89. Voilà, on va voir comment il s'intègre dans Ligue 1, dans l'effectif du Paris Saint-Germain. La défense du PSG va être un peu remaniée avec Zabarny et Maë Chevalier. Mais bon, voilà, parce que le PSG a besoin d'étoffer encore un peu son effectif. 13-14 joueurs, ça a marché l'année dernière, mais ça ne sera pas tous les ans suffisant. Voilà, avant de t'en aller, je t'invite à continuer à écouter ce podcast, parce que maintenant, on va se faire une petite liste de joueurs bonus. C'est parti, let's go. Là, ce sont des joueurs, c'est peut-être pas les plus grandes stars, mais c'est des joueurs qui vont avoir quelque chose à prouver en Ligue 1 et des joueurs sur lesquels on a des doutes. Je vais voir pourquoi je dis des doutes, parce qu'il y en a certains, on ne sait pas s'ils vont rester ou pas. On commence avec Edon Zegrova. Alors lui, on ne sait pas. Il devait aller à la Juve, à un moment, il veut rester. Je pense que l'Étang veut le garder. C'est un joueur qui a un gros caractère. Il a été blessé malheureusement en fin de saison dernière. Tu sais que c'est un joueur qui va bien tirer les coups francs, bien tirer les corners, qui a une très grosse frappe, qui peut éliminer. Il a fait des très bons matchs en Ligue des Champions l'année dernière. Maintenant, c'est un joueur qui a un peu le melon, j'ai envie de dire, qui a un gros caractère. Il veut aller une fois en Italie, il veut aller en Angleterre. On ne sait pas comment ça va se goupiller. Je pense que Genesio aimerait bien le garder. Je pense que s'il va à la Juve, Tudor va le calmer direct. Il va lui dire, écoute, toi, t'es pas mal, mais ici, tu fais comme ci, comme ça, sinon tu vas sur le banc et tu te tais. Donc moi j'aime bien Zegrova, un super joueur frisson, joueur à suivre. Donc je l'ai mis parce qu'on ne sait pas encore, comme le mercato n'est pas fini, je suis un peu embêté, on ne sait pas. Deuxième joueur bonus, Adrien Rabiot. Je vais revenir rapidement sur la bagarre qu'il y a eu dans le vestiaire. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne sait pas, on n'y était pas. On n'a pas entendu Rowe dans la presse, on n'a pas entendu Rabiot non plus, on a entendu sa maman. De Zerbi sous-entend qu'il aimerait bien le garder. Rowe a été exfiltré. Benassia a dit clairement que tu n'auras pas mieux que Rabiot à ce niveau-là dans l'équipe de Marseille. C'est vrai, je suis d'accord avec lui. Il y a toujours l'histoire du 1 an de contrat. Ils essaient peut-être de noyer un peu le poisson. On ne sait pas. De toute façon, à un moment, les langues elles vont se délier. On saura ce qui s'est passé. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien pour eux Marseille qu'ils le gardent, parce que voilà, ils trouveront pas mieux. C'est quand même un très bon joueur. Troisième joueur de cette liste bonus, Folarin Balogun. Lui, c'est pareil, c'est un revenant. J'espère qu'il va retrouver son niveau. Je pense qu'il va jouer à Monaco sur sa vitesse. On n'a pas encore revu jouer Mbolo, donc je pense qu'il va jouer avec, ça va être une fois lui, Biret. Biret, c'est plus un joueur de surface. Balogun, c'est clairement un joueur qui va prendre la profondeur et qui a une bonne frappe, mais les 2 dernières saisons, il était clairement en manque de confiance. Est-ce qu'il peut retrouver cette confiance avec Uther ? Parce que c'est quand même un bon joueur, ils l'ont payé cher Monaco. On espère pour lui que oui. Et encore quelques joueurs.
Terem Moffi, j'espère qu'il est bien revenu après sa grave blessure à Nice. On a vu en barrage contre Benfica qu'il a retrouvé des cannes. Il a fait des bons appels, il a fait des bonnes accélérations, des bonnes courses. C'est un joueur très puissant, c'est un vrai buteur. Il va enchaîner les titularisations pour Nice, il va remarquer. Tu vas en avoir besoin à Nice si tu veux faire quelque chose cette année, c'est clair. Ensuite, des jeunes joueurs pour terminer. Khalis Mera. Forcément, le centre de formation de Lyon, on connaît tous. Le centre de formation de Lyon est peut-être un peu moins performant qu'il y a une quinzaine d'années, mais on te sort quand même encore des Cherki, des Mera, des bons joueurs. Voilà, on l'a déjà vu dans ses contrôles de balle, on l'a vu un peu en Ligue 1, on a senti que c'était un beau joueur, on va le suivre. Je pense qu'il va jouer cette saison puisque Lyon n'a pas un effectif pléthorique. Donc Lyon, tu es un peu obligé de faire jouer tes jeunes, mais on sent que c'est un joueur déjà on sent qu'il y a un petit quelque chose, quoi. Ensuite, je voulais parler de Yacine Benatab, qui a été élu meilleur joueur de national avec Aubagne, qui est parti à Nantes. C'est pareil, je pense qu'il va jouer un peu sur son aile. On sent qu'il peut faire des bonnes choses. Il a besoin de progresser. C'est un diamant qui a besoin d'être poli pour qu'il soit au niveau de la Ligue 1, mais c'est encore un très jeune joueur. Et le dernier joueur, côté marseillais, c'est Bilal Nadir. Le gaucher, 21 ans, très bonne technique dans les petits espaces, bon passeur, bonne vista, joueur qui est capable de dribbler. Je pense qu'il est marocain. Ouais, il est franco-marocain, je pense. Je pense qu'il a joué avec les U19 marocains. Est-ce qu'il a déjà joué avec les A du Maroc ? Je pense que oui. Voilà, j'espère qu'il va jouer cette année et qu'on va le voir jouer sous De Zerbi en Champions League. Est-ce que j'ai oublié des joueurs ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous remercie tous et on se retrouve bientôt pour des nouveaux podcasts de foot, les amis. Salut à tous, bye !